Quand commence et quand s'achève la saison humide? Quel jour et à quelle heure va-t-il se mettre à pleuvoir? À quelle fréquence se produisent les périodes de sécheresse? Autant de questions auxquelles sont en mesure de répondre toute une série de savoirs dits locaux basés sur l'observation du vivant par les communautés sur la longue durée. Comment s'articulent les enseignements de ce patrimoine communautaire vivant avec les savoirs scientifiques, notamment météorologiques et climatiques? On en parle aujourd'hui dans Grandes Lignes. Grandes Lignes, le podcast de la recherche sur le développement. Bonjour Julie Bompas. Alors, je vous propose qu'on commence par peut-être définir ce dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle exactement les services climatiques ? Excellente question. Donc, les services climatiques, c'est en fait un mot valise pour désigner toute la chaîne de l'information météo-climatique, donc depuis des prévisions de court terme, donc des prévisions par exemple pour le lendemain, jusqu'à des prévisions de saison, sur la saison des pluies par exemple, et également des projections climatiques, donc sur plusieurs siècles, plusieurs années, etc. Et c'est pas seulement donc cette production d'informations, mais ça va jusqu'à la diffusion auprès des utilisateurs finaux. Dans l'optique à chaque fois de pouvoir les aider à faire des décisions, à choisir et à pouvoir anticiper donc le temps pour mieux s'adapter. Justement, alors comment est-ce que ces services peuvent être utiles aux populations et je pense en particulier aux pays en développement? Vous parliez d'anticipation, est-ce qu'il y a d'autres utilités à ces services climatiques? Alors tout à fait, donc si on parle de prévision météorologique, donc c'est comme également ici en France, pour différents secteurs, que ce soit, donc on pense obligatoirement à l'agriculture, où les agriculteurs ont besoin d'anticiper le temps qu'il va faire donc pour prévoir leurs semis, donc les opérations culturelles, mais tout aussi bien aussi quel type de culture ils vont pouvoir aussi décider de planter en fonction des caractéristiques de la saison des pluies à venir. Pour des choses un peu moins évidentes, ça peut être aussi les secteurs de la santé ou des barrages hydrauliques qui ont aussi besoin de savoir donc, comment va se comporter la saison pour mieux gérer, par exemple, leur gestion de l'eau des barrages, justement. Absolument. Je vous propose qu'on se recentre sur l'Afrique, plus particulièrement. Actuellement, l'offre de services climatiques sur le continent a finalement des limites. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Et peut-être quelles sont les politiques qui permettraient de développer l'offre existante en termes de services climatiques? Alors tout à fait. Donc aujourd'hui, sur un continent comme l'Afrique, on se retrouve confronté à plusieurs problématiques. Donc tout d'abord, c'est vrai qu'il y a une problématique d'offre où on se retrouve avec parfois un déficit d'infrastructure. Donc ça peut être tout simple, comme un manque de stations météo pour donc les observations, etc. Mais également, ça peut être aussi un déficit en termes de capacité de modélisation. Et donc, avec aussi la capacité d'utiliser les nouveaux modèles météo pour avoir des prévisions plus précises. Donc, il y a ce thème de l'infrastructure, de la précision. Mais derrière, il y a aussi une autre problématique dont on entend un peu moins parler, c'est toutes les questions de demande. Et donc, la question aussi de la réception de ces informations par les populations. Donc, une information météorologique ou climatique, pour qu'elle soit entendue et prise en compte par les populations, il faut qu'elle soit considérée comme crédible et légitime. Et par le passé, il y a pu avoir aussi sur certains territoires donc, la diffusion d'informations, donc parfois peu précises, qu'on se retrouve aussi face à des informations sur tout ce qui est orage, qui sont plus difficiles à prévoir. Et donc, ces informations peu précises par le passé, parfois, ont pu dégrader la confiance aussi des populations, créer une défiance envers ces informations. Donc, la question, c'est aussi comment construire une information avec les populations qui leur paraissent intéressantes, légitimes, pour qu'ils puissent réellement la prendre en compte dans leurs décisions. Absolument. Un autre concept clé dans vos travaux, c'est celui de savoirs prévisionnels locaux. Alors, qu'est-ce que cette notion recouvre, Julie Bompas ? Alors, les savoirs prévisionnels locaux, tout simplement, donc, comme les prévisions météo classiques scientifiques, ils sont fondés sur l'observation. C'est ce qu'on va appeler des indicateurs, donc utilisés par les populations locales pour prévoir le temps qu'il va faire. Donc, ça peut être l'observation d'indicateurs, que ça soit lié à la biodiversité, donc l'observation de la faune, de la flore, des stades phénologiques des végétaux ou bien la présence d'animaux, le comportement de certains animaux.
qui vont pouvoir indiquer aux populations quel temps il va faire peut-être dans les 3 prochains jours ou alors carrément sur la saison à venir également. Donc ce sont des savoirs, si je comprends bien, qui sont mobilisés par les populations dans leur vie quotidienne. Tout à fait. Ce sont des savoirs qu'ils appliquent au quotidien lorsqu'ils sont pour les ménages ruraux pour les travaux des champs. Mais on va aussi avoir des savoirs qui seront différenciés selon effectivement les tâches quotidiennes de la journée. Donc on peut aussi parler de savoirs différenciés sur le genre, par exemple. Par exemple, les travaux qui sont effectués donc, par les hommes et les femmes peuvent être différenciés dans les champs. Donc ils ne vont pas se trouver au même moment de la journée, au même endroit. Donc ils ne vont pas avoir l'occasion d'observer les mêmes phénomènes. Et également, la transmission se fait à ces moments, au moment de l'activité. Donc, si je suis une femme, je ne vais peut-être pas recevoir les mêmes informations que si je suis un homme à ce moment-là. On comprend bien cet enjeu. Les apports potentiels de ces savoirs au service climatique dont on parlait il y a un instant, quels sont-ils ? Et je pense notamment, on parlait un peu plus tôt d'anticipation, d'anticipation des changements, et aussi de mobilisation et d'adhésion des populations. Comment est-ce que les savoirs prévisionnels locaux peuvent donc contribuer et améliorer les services climatiques existants ? Alors, tout à fait, il peut y avoir un réel apport de ces savoirs, notamment parce que ce sont des savoirs locaux. Donc, on parlait tout à l'heure de la thématique de la précision. Il y a tout d'abord un intérêt pour ces populations de connaître ces savoirs pour pouvoir, en temps réel, avoir des informations et, on va dire, ça va avoir un impact sur aussi leur vulnérabilité quotidienne à des événements extrêmes, par exemple des sécheresses ou tout simplement des périodes sans pluie qui vont pouvoir être anticipées. Donc cet apport de précision et le deuxième apport, donc on en parlait également, c'est la crédibilité des informations. Puisqu'on a confiance dans ces savoirs parce qu'ils sont utilisés depuis très longtemps. Donc ces savoirs ont fait leurs preuves en fait, contrairement aux nouveaux savoirs. Et donc le fait aussi de les intégrer aux savoirs scientifiques, ça va permettre aussi d'apporter cette crédibilité. En retour, les prévisions scientifiques peuvent être aussi différentes, c'est-à-dire apporter des indicateurs qui sont complémentaires aux savoirs prévisionnels locaux. Il y a des choses qui sont plus difficiles à prévoir avec les savoirs locaux qu'avec les savoirs scientifiques. Par exemple, tout simplement, la mesure des températures. C'est quelque chose qui peut être perçu. Surtout en ces temps de changement climatique. Et tout à fait, pour rebondir là-dessus, en ces temps de changement climatique, il y a aussi des tendances au dérèglement de ce qui est observé d'habitude. Il y a des savoirs locaux qui sont, selon les populations, moins efficaces aujourd'hui. Donc c'est lié aussi, pas qu'au changement climatique, ça peut être lié à la perte de biodiversité aussi. Donc on a une moindre diversité des indicateurs. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont menacés aujourd'hui, certains de ces savoirs prévisionnels locaux, en raison du changement climatique ? En raison des changements environnementaux et donc effectivement en raison du changement climatique qui va impacter l'environnement autour. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas que le changement climatique qui va menacer ces savoirs locaux, il y a aussi la qualité de la transmission aussi à travers les générations. Ce sont des savoirs qui sont évolutifs, mais qui doivent se transmettre aussi en héritage. Donc, on sait que la transmission est principalement orale au cours des activités de la journée. Et on a aujourd'hui aussi un changement d'habitude, même dans la ruralité, qui va être lié, donc c'est pas forcément négatif, à l'introduction de temps de scolarité, par exemple. Et on va avoir moins d'espace aussi pour transmettre ces savoirs. Absolument. Rentrons maintenant dans le concret. Comment est-ce qu'on fait, et je pense tout particulièrement aux acteurs du développement, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces savoirs prévisionnels locaux au service climatique, très pratiquement ? Alors, tout à fait concrètement, ça existe. Ça s'est déjà fait sur plusieurs parties de ce continent. Alors, pour vous citer des exemples, il y a plusieurs possibilités, puisque l'intégration des savoirs repose avant tout aussi sur la population, donc ceux qui ont ces connaissances, de vouloir contribuer à cette intégration. Et ensuite, sur la coopération avec les acteurs scientifiques locaux, avec les météorologues. Alors, comment fait-on pour les intégrer ? Donc, on peut avoir des systèmes qui fonctionnent
sous la forme de réunions, par exemple, trimestrielles, qui vont pouvoir... Avec les populations. Avec les populations, et en particulier les détenteurs de savoirs locaux. Parce qu'il faut savoir que ces savoirs sont relatifs. Ce ne sont pas tout le monde qui connaissent plusieurs savoirs ou qui vont avoir des savoirs assez précis. Ils ont des détentrices et des détenteurs qui ne sont pas forcément l'ensemble de la population. Exactement, tout à fait. Il y a des personnes qui sont consultées par les populations pour étant reconnues localement comme sachant aussi, ayant cette connaissance des indicateurs. Donc ce sont ces personnes-là en fait qui vont pouvoir aussi rencontrer donc les météorologues et pouvoir discuter donc par exemple des prévisions saisonnières en faisant des réunions. Sinon ça peut être au quotidien par des animateurs locaux qui vont relayer, donc les animateurs ruraux par exemple des ONG, qui vont relayer aussi ces prévisions pour qu'elles puissent être intégrées. Mais également, de façon plus moderne, on a vu aussi des applications, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la téléphonie mobile est assez répandue sur le continent africain. Y compris dans les milieux ruraux. Tout à fait. Et donc, ces applications vont permettre, par exemple, d'intégrer au quotidien, tout simplement, nous, l'application. On dit, alors, que pensez-vous du temps qu'il va faire ? Je pense qu'il va pleuvoir dans les prochaines heures. Pourquoi ? Quel indicateur avez-vous observé ? Et ensuite, cette information sera intégrée automatiquement sur l'application qui fera donc un mix des savoirs scientifiques et locaux. Bien évidemment, la préparation de cette application nécessite au préalable d'avoir mesuré aussi l'efficacité de ces savoirs pour pouvoir faire l'intégration. Absolument. Merci Julie Bonpas pour ces explications et à bientôt. Merci beaucoup. C'était Grande Ligne, le podcast des éditions de l'Agence française de développement, un podcast créé par Elsa Murat, produit par Nini Win, au montage Eric Thauvin, au micro Étienne Charrière qui vous dit à très bientôt.